Communisme et nazisme, les deux branches radicales du socialisme. The Soviet Story du letton Edwin Snorr est un film documentaire méconnu en France, et c'est bien dommage car il démolit deux mythes particulièrement bien ancrés dans notre pays. Le premier mythe nous fait croire que le communisme, contrairement au nazisme, part d'une bonne intention. Le deuxième mythe, c'est de s'imaginer que le socialisme internationaliste bolchevique et le socialisme ultranationaliste nazi n'ont absolument rien en commun, et que d'ailleurs le national-socialisme n'a de socialiste que le nom. Edwin Snorr nous raconte, témoignages, images et documents d'archives à l'appui, l'histoire commune des deux branches radicales du socialisme, le national-socialisme allemand et le communisme russe. Premier mythe, contrairement au nazisme, le communisme part de bonnes intentions. Ou, comme l'affirme le président socialiste de l'agglomération de Montpellier, pour justifier l'édification de statues de Mao et Lénine, voir l'article ici, sur la place des grands hommes du XXe siècle, à environ 300 000 € la pièce, voir ici, les idéologies représentées sur la place, sont toutes des idéologies de libération et de conquête des droits malgré leur part d'ombre. Faux, répond le letton Edwin Snorr qui, contrairement à M. Moore ou M. Frêche, l'ancien président socialiste de la région Languedoc-Roussillon à l'origine du projet, a connu le communisme au pouvoir. Le communisme c'est la guerre des classes, et la guerre des classes implique de liquider une partie de la population. Pour restructurer la société, il faut d'abord tuer non seulement les opposants, mais aussi les intellectuels, les meilleurs travailleurs, les ingénieurs, etc. Des groupes entiers de la société. C'est le genre d'ingénierie sociale qu'ont mis en œuvre Lénine et Staline, Mao et Pol Pot, pour ne citer que les plus sanguinaires. Cette ingénierie sociale forcée répond aussi à des critères ethniques lorsque des peuples sont considérés comme trop réactionnaires. Karl Marx et Friedrich Engels prônaient eux-mêmes l'extermination des Serbes et autres peuplades slaves, ainsi que des Basques, des Bretons et des Highlanders d'Écosse, tous des peuples trop évolués pour la révolution communiste et faisant ainsi obstacle à l'inéluctable progrès de l'humanité. En hiver 1932 à 33, pour écraser la résistance des Ukrainiens trop attachés à leurs terres face à la collectivisation, toutes les réserves de nourriture et de grains ont été confisquées, les champs encerclés par le NKVD, le prédécesseur du KGB, avec interdiction de s'en approcher. Les trains aussi étaient étroitement surveillés pour empêcher les Ukrainiens affamés de partir. Les gens mouraient lentement de faim. Hommes, femmes, enfants, vieillards. Des unités spéciales du NKVD venaient chercher les corps. Les Ukrainiens affamés qui essayaient de cueillir de la nourriture dans les champs malgré l'interdiction étaient tués d'une balle dans la tête. Le grain pris aux Ukrainiens était exporté à l'Ouest par millions de tonnes. L'Ouest savait commercer malgré tout. 7 millions de personnes sont mortes de faim pendant l'hiver 1932 à 1933 en Ukraine et c'était à ce moment-là le programme d'extermination le plus efficace jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Communisme et nazisme, les deux branches radicales du socialisme. L'objectif ultime du marxisme-léninisme, c'est la naissance de l'homme nouveau. Il faut pour cela recréer la société dans laquelle l'homme évolue et l'Union soviétique a été le premier champ d'expérimentation de cette théorie meurtrière. Le documentaire The Soviet Story démarre sur des images de centaines de corps déterrés par les Allemands à Katy, où au printemps 1940 les bolcheviks avaient exécuté en masse quelques 25 000 membres de l'élite polonaise. De la même manière, dans un dernier acte de complicité avec le régime nazi, Staline laissa froidement, pendant 2 mois et alors que ses troupes attendaient de l'autre côté de la Vistule, les Allemands écrasaient l'insurrection de Varsovie d'août-septembre 1944. Résultat, environ 200 000 Polonais tués dont 10% seulement étaient des combattants. Bien peu de monde finalement par rapport aux millions de Polonais déportés en Sibérie dans la partie du pays occupée par les Soviétiques en 1939 à 41. Une bonne moitié ne sont jamais revenus. Les critères de déportation. Le décret 0054 du NKVD du 28 novembre 1940 délivré à Vilnius par le commissaire du peuple de la République socialiste soviétique de Lituanie, une ville polonaise entre les deux guerres mondiales, capitale historique de la Lituanie, nous dévoile les catégories de gens à déporter,
les membres de partis politiques, les personnes qui ont été exclues du Parti communiste, les réfugiés, les étrangers, les personnes qui ont voyagé à l'étranger, les personnes qui font de l'espéranto, les philatélistes, le personnel de la Croix-Rouge, les personnes qui mènent une activité paroissiale, les membres du clergé, les membres actifs des communautés religieuses, les aristocrates, les propriétaires terriens, les commerçants aisés, les banquiers, les industriels, les restaurateurs et les hôteliers. 1. Parmi les quelques 3 millions de Polonais non-juifs qui ont été tués pendant la Deuxième Guerre mondiale, la moitié environ l'ont été par l'occupant soviétique et l'autre moitié par l'occupant allemand. Bien évidemment, avec le génocide des Juifs polonais, les nazis ont fait nettement plus de morts en Pologne que les communistes, mais ces derniers les ont aidés dans ce domaine aussi. Deuxième mythe, communisme soviétique et national-socialisme allemand sont deux idéologies complètement différentes. Un fait historique est mis en avant dans The Soviet Story, de septembre 1939 à juin 1941, les soviétiques ont livré aux Allemands des groupes entiers de juifs qui avaient fui l'occupant allemand. Le NKVD communiste a aidé à former la Gestapo nazie. Soviétiques et Allemands ont discuté ensemble de la manière dont il fallait résoudre la question juive en Pologne occupée. Les images d'archives de ces officiers soviétiques et allemands qui trinquent ensemble ou de cet officier communiste qui fait le salut nazi aux officiers SS devant un groupe de prisonniers juifs apeurés rendus aux Allemands sont sans équivoque. Le cinéaste letton nous montre encore cette publication communiste française de juillet 1940 qui vante le fait que les travailleurs parisiens s'adressaient aux soldats allemands comme à des amis. La coopération entre le régime nazi et le régime bolchevique était un fait bien avant le pacte Molotov-Ribbentrop et elle ne s'est pas arrêtée au simple partage des territoires d'Europe centrale entre les deux puissances. Les affinités étaient profondes. Tout comme le communisme, le national-socialisme avait pour ambition de créer un homme nouveau. Françoise Thom, professeur d'histoire à la Sorbonne, interrogée dans le film d'Edwin Snoor. Les deux systèmes n'acceptent pas la nature humaine telle qu'elle est, les deux systèmes sont en guerre avec la nature humaine. C'est la racine du totalitarisme. Le nazisme est basé sur une fausse biologie, le communisme est basé sur une fausse sociologie. Mais les deux systèmes prétendent avoir une base scientifique. Communisme et nazisme, les deux branches radicales du socialisme. L'esprit réactionnaire de ce début de XXIe siècle ne pourront s'empêcher, en lisant cette description, de penser à la rhétorique du mariage pour tous, avec PM et ECPA, le tout basé sur la théorie du genre. J'espère qu'on me pardonnera cette petite digression personnelle, mais l'association d'idées était trop forte pour que je m'en prive. Un des principaux scientifiques du régime nazi, Alfred Rosenberg, a d'ailleurs confessé devant le tribunal de Nuremberg qu'Hitler avait dévoyé l'idée du national-socialisme. En effet, du point de vue des nationaux-socialistes, l'idée partait d'une bonne intention, créer une société nouvelle avec des gens sains, beaux et heureux, sans handicapés et sans juifs. George Watson, historien de l'université de Cambridge, peu de gens savent que beaucoup de socialistes ont prôné le génocide au XIXe et au XXe siècle. C'est un fait très peu connu et très choquant. La première fois, c'était en janvier 1849, dans le journal de Karl Marx, le Norrönische Zeitung. Engels parlait de guerre des classes, et Marx expliquait que quand la révolution socialiste éclaterait, il y aurait des sociétés primitives en Europe, avec 2 étapes de retard, puisqu'elles ne sont même pas encore capitalistes. Il avait en tête les Basques, les Bretons, les Highlanders d'Écosse et les Serbes, qu'il appelait des déchets raciaux. Karl Marx considérait que ces races devraient être détruites. Pierre Rigoulot, historien à l'Institut d'histoire sociale, Paris, Marx parlait de la vulgarité et la saleté des Slaves. Il pensait par exemple que la Pologne n'avait aucune raison d'exister. Quelques années après, Marx écrivait dans son journal, « Les classes et les races trop faibles pour maîtriser les nouvelles conditions de vie doivent laisser le champ libre. Elles doivent périr dans l'holocauste révolutionnaire. » Pour George Watson, Marx et Engels ont bien été les premiers avocats de l'extermination raciale. Je ne connais personne d'autre qui avant Marx et Engels aurait parlé publiquement d'exterminer des races, et je suppose donc que cela a commencé avec eux.
communisme et nazisme, les deux branches radicales du socialisme. Un an après la mort de Lénine en 1924, le New York Times a publié un petit article qui disait « Le Parti national-socialiste des travailleurs allemands, fondé par Hitler, continue de penser que Lénine et Hitler sont comparables ». C'est Joseph Goebbels lui-même qui est cité dans l'article comme organisant des discussions politiques soutenant cette thèse. Lénine était le plus grand des hommes après Hitler, et la différence entre le communisme et la foi d'Hitler est très subtile. Par la suite, le message de leur ressemblance aux communistes passant mal auprès de leur électorat, les nazis ont changé de stratégie, mais dans les discussions internes du parti, Hitler disait souvent avoir lu Karl Marx et avoir basé sa doctrine sur les écrits de ce dernier. Vladimir Boukhovski, ancien dissident soviétique, les gens oublient souvent que les nazis étaient des socialistes. En Union soviétique c'étaient des internationaux socialistes, en Allemagne c'étaient des nationaux socialistes. Ce sont deux branches du socialisme. C'est la même chose, avec seulement une légère différence d'interprétation. François Stom, une partie de la gauche a rejoint Hitler. En tout cas, en France, une partie des socialistes le soutenait. Le dramaturge socialiste Georges Bernard Shaw soutenait lui aussi Hitler dans les médias. Et ce n'était pas parce qu'il ignorait les crimes que Hitler allait commettre, bien au contraire c'est justement parce qu'il les connaissait. Shaw demandait publiquement que les personnes inutiles pour la société soient assassinées de manière humanitaire. Des images d'archives que The Soviet Story publie à nouveau. Le socialiste Shaw lança même dans le journal Listener du 7 février 1934 un appel aux scientifiques pour qu'ils découvrent un gaz humanitaire qui permettrait de tuer instantanément et sans douleur, un gaz que les nazis allaient mettre au point 10 ans plus tard sous le nom de Zyklon B. Il faut tout de même dire que tous les socialistes ne soutenaient pas Hitler, et notamment ceux qui considéraient comme inacceptable de tuer les gens par catégorie de race. Pour suivre les enseignements de Marx, la sélection devait être basée sur l'appartenance de classe. En ce sens, l'Union soviétique était alors le seul pays vraiment marxiste, puisqu'il exterminait sa population avant tout selon le critère de classe. Sous Staline, les responsables locaux avaient des quotas de personnes à exécuter. Selon un ancien colonel de l'armée soviétique qui s'exprime dans le film d'Edwin Snor, Khrouchtchev lui-même avait demandé qu'on lui augmente son quota à 17 000 exécutions car il avait épuisé son quota précédent. Boukhovski, tous épuisaient leur quota et en demandaient de nouveau. Cela ne s'arrêtait plus. Mikhaïl Gorbatchev, Staline avait les mains pleines de sang. J'ai vu les condamnations à mort qu'il signait par paquet avec Molotov, Baroukilov, Kaganovitch et Jdanov. Ces 5 étaient les plus actifs. Et Molotov ajoutait, commuter les peines de 10 ans en exécution par balle. Par groupe entier. Norman Davis, historien britannique, l'Europe n'avait jamais vu une telle tuerie, en termes de quantité et de nature. Natalia Lebedeva, historienne russe, 11 millions de personnes assassinées rien qu'entre 1937 et 1941. 11 millions. Vous pouvez imaginer l'échelle des répressions contre nos propres citoyens? Hitler, pour qui la Shoah n'était encore qu'un projet, suivait cela avec beaucoup d'intérêt. The Soviet Story du cinéaste letton Edwin Snor a été financé par le groupe souverainiste au Parlement européen Alliance pour l'Europe des Nations.